écoutez, si vous voulez, on commence, si la technique est bonne. Est-ce que ça vous dit qu'on commence un petit peu en avance? Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais. La technique, c'est bon, on peut commencer un petit peu en avance? Ouais? C'est bon, on y va? Allez, c'est parti. Ouais, bah... Moi, j'aime bien récompenser ceux qui arrivent en avance, et j'ai envie de privilégier ceux qui sont assis. Hein, ça vous va, on fait comme ça? Allez, c'est parti. C'est bon, vous êtes tous d'accord? Ouais. Ok. Allez, on y va. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux pour répondre à ce sujet particulièrement pertinent et intéressant. Vous l'avez compris, cet après-midi, on va faire un retour d'expérience sur la RE 2020 et on va parler plus particulièrement de la notion de carbone. Alors moi je m'appelle Clément Estier, je travaille pour Wienerberger et je suis l'animateur d'une certaine façon de cet atelier. Alors l'objectif de cet après-midi c'est quoi? Vous avez sur l'écran juste à côté de moi un bâtiment. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire ensemble? On va essayer de partir d'un projet qui a été conçu pour répondre à la RE 2020 avec le cap 2022 au niveau du carbone. Et on va tous se creuser les méninges pour essayer de voir comment on va réussir à le projeter sur le seuil carbone 2025, dont on entend beaucoup parler. Pour se prêter à cet exercice, c'est pas moi qui vais vous donner les éléments de réponse, j'ai la chance d'être plutôt bien entouré. Alors, je vais vous parler un petit peu des acteurs engagés dans cette démarche de décarbonation. Je vais vous parler de Nathalie Chang. Nathalie Chang est la présidente du bureau d'études Tribu Énergie. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu depuis ce matin dans beaucoup de conférences. Je ne sais pas, c'est la combienième conférence que vous faites? C'est la troisième, voilà, donc elle est prête. Donc Tribu Énergie, c'est un bureau d'études qui est spécialisé dans la conception de bâtiments économes en énergie. Et Tribu Énergie a des agences qui sont localisées à Paris, à Lyon et à Nantes. On a également la chance de pouvoir bénéficier de l'expert de l'aménagement intérieur en plaques de plâtre et aussi de l'expert de l'amélioration acoustique et thermique qui est la société Knauf, représentée par monsieur Bruno Burger. La brique, la tuile et le bardage en terre cuite n'ont plus de secret pour lui. Nous avons la chance d'avoir monsieur Gérald Merlin, qui est directeur marketing Bonjour. De la société Wienerberger et également responsable développement produit. Et enfin, nous avons le professionnel de la préfabrication béton, dont je crois que ce n'est pas la première conférence depuis ce matin aussi, et plus généralement spécialisé dans le gros œuvre décarboné, la société Rector, représentée par son directeur national de la prescription, monsieur Olivier Laurence. Voilà, vous connaissez tous nos invités, on va un petit peu leur laisser la parole. Et je vous propose, madame Nathalie Chang, de commencer la présentation du projet de base. Très bien, merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Donc, je vais vous présenter effectivement ce bâtiment qui est en cours de chantier, qui est un bâtiment qui s'appelle les Jardins de la Convention, qui a été conçu par l'architecte Richard Senpin pour ETPO Immobilier, qui est donc en lien avec l'entreprise générale ETPO. C'est un immeuble collectif assez classique qui se situe à Saint-Maur-des-Fossés, qui est composé de 43 logements, donc 43 logements plutôt familiaux, donc 2252 mètres carrés, voilà, et qui se situe donc avec un R+3 plus attique. Donc les caractéristiques de ce projet, c'est qu'à la base, ce projet, il a été déposé en permis de construire 2 jours avant l'entrée en vigueur de la RE 2020. Donc en théorie, il était plutôt soumis à la RT 2012. Mais effectivement, il y avait une volonté de positionner ce projet également par rapport à la RE 2020. Donc c'est un projet assez classique à la base, qui est en voile béton, isolation par l'intérieur avec des planchers intermédiaires en béton et des rupteurs de pont thermique, une toiture terrasse et puis un plancher bas qui donne intégralement sur le parking. À la base, le projet, il est en chaudière gaz. Donc sur cette opération, effectivement, on a fait les simulations avec des pompes à chaleur pour regarder une variante, notamment pour viser les seuils RE 2025. Mais à la base, il était en chaudière collective gaz avec des radiateurs. Voilà. Alors, à l'état basique du projet, il faut savoir que le bâtiment
Il est conforme au Bebiomax de la RE 2020. Il a même un petit gain d'à peu près 13% par rapport au Bebio. Il est également conforme en termes de coefficient, le coefficient CEP, donc les consommations en énergie primaire. Il est même plus performant de 21% par rapport à l'état d'origine, avec, vous voyez, une équirépartition, en tout cas, des consommations sur les postes chauffage, le poste eau chaude sanitaire, et puis après, on trouve le poste lié au déplacement. Sur la slide suivante, et c'est le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est de regarder finalement ce projet en l'état, finalement, comment se positionne-t-il par rapport aux différents seuils carbone de la RE 2020, donc sur l'indicateur du IC construction, qui s'exprime lui en kilogrammes de CO2 par mètre carré. Et là, on voit que, bon, il est un tout petit peu plus performant que le seuil de 2022, mais par contre, il ne respecte pas du tout aujourd'hui le seuil 2025 et encore moins les seuils 2028 et 2031. Donc, c'est une solution court terme, mais pas du tout en projection avec ce qui nous attend dans à peu près dans une dizaine de mois. Donc, effectivement, comment va-t-on bien pouvoir y arriver ? Alors merci Nathalie, je vous propose de faire quelque chose pour pas que ce soit trop facile pour vous. On va essayer de corser un petit peu le jeu. On s'est dit, on a un bâtiment, on avait un seuil 2022 qui était pris en compte au niveau du carbone, on va le projeter en 2025, mais on va être un peu challengeant. Je vous propose de se fixer 2 règles dans l'exercice qu'on va faire cet après-midi. La première règle va être de ne préconiser que des solutions qui sont fréquemment utilisées sur les chantiers, dont on a des entreprises qui sont formées pour les installer, et des solutions qui sont sous avis technique. Alors vous allez me dire que je suis petit joueur, je vais vous mettre un deuxième critère encore plus difficile, c'est de réussir à travailler sur un périmètre financier constant entre le seuil 2022 et le seuil 2025. Donc chacun des participants qui va nous présenter sa solution, je vous invite à bien répondre à ce cahier des charges très exigeant. On va commencer l'exercice et on va parler de superstructure. Vous le savez, la superstructure est un poste assez important quand on regarde le bilan carbone, et c'est souvent un des premiers sur lequel on peut essayer de faire jouer l'abaissement de la valeur carbone. Olivier, je me retourne vers vous, et j'aimerais bien savoir quelle solution vous avez dans la manche pour éventuellement essayer de se rapprocher le plus possible de l'indice carbone 2025. Je vous laisse la parole pour nous en parler. Alors, de notre côté, comme spécialiste des solutions préfabriquées de gros œuvres, nous avons cherché à optimiser la superstructure qui, comme on l'a vu, a un poids carbone important dans l'ensemble du projet, en remplaçant le système constructif traditionnel par un système plancher dalle préfabriqué Caméléo. Donc ce système en fait permet de supprimer les voiles béton, que ce soit en façade ou en refend, et de les remplacer en fait par des cloisons séparatives légères. Et donc, et bien sûr, à l'exception du noyau constitué par la cage d'escalier ascenseur. Et tout ceci sans ajouter de poutres en retombée. Alors, ça permet de créer un plateau libre qui s'articule autour du noyau et de la trame de poteau. Et donc, grâce à sa sobriété en béton, puisqu'on réduit l'usage du béton à son minimum, nous obtenons une forte décarbonation du projet. Alors, ce système plancher dalle préfabriqué s'articule autour d'un plancher à prédale, et d'une cage d'escalier ascenseur, le noyau, constitué autour de prémurs. Alors, on intègre en usine toute la complexité de ce système, notamment du ferraillage, pour garantir une pose simple et rapide à l'entreprise et permettre un gain de temps en phase gros œuvre. Donc si l'on regarde maintenant ce que ça a donné sur ce projet, en fait on a associé le lot superstructure au lot cloisonnement, donc le lot 3 et 5, qui pesait initialement 222 kg de CO2 par mètre carré, donc une base système constructif traditionnel, et en variantant ce système sur le système plancher dalle Caméléo dans une version bas carbone pour cumuler le double effet qui s'appelle Airsoft chez nous, nous avons réduit le poids carbone à 171 kg, ce qui a un gain de 51 kg, ce qui représente sur ces deux lots 3 et 5 23%. Bravo, bravo, c'est une très très belle étape de franchie, bien joué, ça nous va permettre de monter l'escalier de cette décarbonation. Je vous propose de rester dans la partie structure. Et cette fois-ci, on va parler de maçonnerie en terre cuite. Et Gérald, je vais vous poser un peu la même question que celle que j'ai posée à Olivier. Comment, chez Wienerberger, vous appréhendez cette notion de décarbonation, et êtes-vous prêt à rester dans une enveloppe financière qui est proche de celle du projet initial ?
Merci Clément. Oui, donc oui, en effet, donc sur cette base qui était initialement en voile béton, donc avec des performances qui respectaient donc les différentes exigences de la RE 2020, nous nous sommes positionnés donc en tant que fabricant de solutions terre cuite, briques de parement et solutions façade, avec une brique maçonnerie de type A, donc qui permet un traitement optimisé des murs extérieurs. Donc on s'est proposé de mettre en place donc cette solution City Brick, qui est une brique R égale 1,20, et donc de proposer une solution maîtrisée, existante sur le marché et surtout disponible en quantité suffisante pour répondre au marché. Donc cette solution donc, a permis sur l'enveloppe du bâtiment donc, de gagner 24% sur la résistance thermique de la paroi. Grâce à l'optimisation et l'association donc avec le système Caméléo, on a également pu optimiser donc le traitement du pont thermique, donc ce qu'on appelle le PSI L9 moyen, de 20% par rapport à la solution initiale. Et en ce qui concerne donc l'aspect économique, bien évidemment, comme on a voulu proposer une solution disponible et respectueuse des exigences réglementaires, on a positionné cette solution sur la partie mur extérieur. Et donc, ce qui nous a permis donc un gain de 20% par rapport au coût initial sur le lot gros œuvre et notamment les murs extérieurs. Alors, vous me direz, on a traité la partie performance thermique, pont thermique, mais on est aujourd'hui ici pour parler de carbone. Et donc, effectivement, on a positionné cette solution comme amélioration possible, notamment au niveau du bilan carbone, puisqu'on a un impact divisé par 2 par rapport à la solution initiale en voile béton. Pour ce faire, on s'est associé donc, on s'est appuyé donc sur une FDES disponible sur la base IGNES, qui est une FDES avec une valeur de 26,6 kg de CO2 par unité fonctionnelle mètre carré. Et donc, grâce à cette solution-là, on a pu optimiser le projet en association avec les solutions Caméléo et KMA de chez Knauf, notamment sur les lots 3 et 5, avec une baisse de 54 kg sur l'ensemble du projet. Donc, effectivement, Wienerberger a la solution à date pour pouvoir effectivement répondre au seuil 2025. Ok, merci beaucoup Gérald, et bravo pour ces 50% d'économie de carbone. Pour finir cette présentation de solutions, on va réfléchir à comment cloisonner la question du carbone et on va changer de lot. Jusqu'à présent, on était globalement dans le lot 3 de lycée construction. On va passer maintenant sur le lot 5 avec l'entreprise Knauf. Et écoute Bruno, je pense que tu devines la question que je vais te poser. Qu'est-ce que tu fais au niveau du carbone? Je te laisse la parole. Je vous laisse la parole, pardon Bruno. Bonjour à tous. Donc la solution mise en place par Knauf, ça a été de remplacer, grâce à la solution Caméléo, on a pu remplacer 500 mètres linéaires de séparatifs de logement en béton de 20 cm par de la cloison légère en plaque de plâtre. Cette cloison légère, c'est une cloison séparative Knauf métal acoustique. Elle a comme propriété d'être montée sur un double réseau d'ossature indépendant, isolé avec une laine minérale au centre, sur lesquelles on a vissé sur chacune des faces une plaque K25 phonique, qui est une plaque très haute dureté. Cette cloison respecte bien sûr les exigences incendie, les exigences acoustiques et répond aux souhaits des occupants en ce qui concerne la résistance au choc entre logements. Les autres avantages techniques de cette cloison, c'est notamment, si on peut passer au slide suivant, c'est la performance carbone de cette solution face au mur béton de 20 cm avec un impact environnemental, un impact carbone divisé par 4, une déperdition linéique divisée par 4 aussi, ce qui va engendrer bien sûr une économie d'énergie sur le projet global. Et le dernier point fort de cette solution est une épaisseur de la cloison 2 cm moins épaisse que le béton de 20, ce qui va pouvoir faire gagner sur le projet 18 mètres carrés de surface habitable. Enfin, dans le cahier des charges, on avait cette recherche d'optimisation du coût et la solution KMA, la solution cloison séparative, est une solution 100% traditionnelle. Tous les plaquistes ont l'habitude de poser ce type de cloison. Elle est vendue aujourd'hui autour de 70 € du mètre carré en prix fourni posé, ce qui est la moitié du prix de la solution de base en béton de 20 cm.
Donc on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. On arrive à répondre au seuil 2025 de la réglementation environnementale en changeant les habitudes de conception et en restant économique, en changeant la conception, en changeant la performance notamment de ces cloisons séparatives de logements en béton en passant en cloisons légères plaques de plâtre. Ok, merci Bruno, bravo de diviser par 4. Donc vous l'aurez noté, 23% d'économie de carbone, 50% de carbone en moins, le carbone divisé par 4. Ça sent la bonne nouvelle. Je vais laisser la parole à Nathalie qui va nous faire un petit peu le bilan. Et j'ai l'impression, Nathalie, que vous n'allez pas que nous parler de carbone. Alors, effectivement, déjà, je remercie donc messieurs les industriels via vos sociétés d'avoir développé toutes ces solutions techniques parce que, alors, qui existent certes, mais en tout cas d'avoir publié les FDES aussi associés, de continuer à les optimiser. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que le carbone, c'est-à-dire que les solutions, notamment via le traitement des ponts thermiques, l'amélioration de la performance de la résistance thermique des murs, et ça nous permet de gagner encore plus sur le coefficient B-bio, puisque effectivement là on est sur un B-bio quasiment à moins 20%. Donc on peut prétendre au label par exemple les Finergie, donc c'est assez intéressant. Pareil sur le coefficient CEP où on retrouve la conclusion de tout à l'heure où là on est à un CEP moins 24,4%, donc un gain de 2,2 donc la très bonne nouvelle, c'est effectivement que finalement sans surcoût sur l'opération, mais avec quand même un changement des habitudes de l'habituel voile béton, voile porteur, refend porteur, voile porteur. Donc ça effectivement, et les planchers en dalle béton, ça change quand même un petit peu, mais en tout cas, un petit peu brainstorming en amont pour trouver les bons produits, ça permet de passer sous le seuil 2025. Et ça, c'est quand même très appréciable, sans surcoût, avec notamment un gain de 54 kg de CO2 qui est réalisé, dont effectivement 51 sur les lots 3, donc superstructure, et le lot 5. Donc ça, c'est très très positif. Maintenant, je pense qu'il va falloir changer nos habitudes. Vous pouvez le dire, oui, les habitudes. Par rapport à la cloison de chez Knauf, je rajoute un autre avantage quand même dont on n'a pas parlé, c'est la flexibilité, la réversibilité des espaces, parce que là aussi, la famille s'agrandit ou les enfants partent, on peut facilement doubler la taille du séjour. C'est des sujets qui sont hyper intéressants finalement en termes d'usage. Tu as devancé notre slide suivant. On en parle. Justement, alors, vous faites très bien la transition. Déjà, on peut applaudir ces propositions qui apportent la réponse justement sur le slide 2025. Donc, je pense qu'on peut les applaudir. Et je suis sûr que vous avez tous des questions à leur poser. Ce que je vous propose, c'est de lever la main. Dès que vous avez une question, on va vous passer un micro pour que vous puissiez les interroger. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Au premier rang, je vois qu'on a une première question. Merci, parce que c'est difficile de poser toujours la première question. Bonjour, Adrien Péot, FH Construction. La cloison séparative entre logements, quelle était la classe de résistance? Donc on interroge sur la classe de résistance de la cloison séparative sûreté entre logements. La CR1, classe de résistance CR2, mécanique, feu. CR3, CR4. Non, à l'anti-effraction. Résistance CR3, CR4. Ouais. Alors, on a des cloisons CR3 et CR4 en ossature métallique, donc avec des plaques Knauf sûreté. Celle que je vous ai présentée, elle n'a pas de classe de résistance certifiée. Mais on a dans nos catalogues, avec des plaques sûreté, des cloisons certifiées CR3, CR4. Et est-ce que vous travaillez à décarboner ces cloisons CR4? Parce qu'aujourd'hui, on nous demande beaucoup de cloisons séparatives qui demandent du CR4 en logement. Sauf qu'on s'aperçoit que le poids carbone de ces cloisons-là est quand même important. Est-ce que vous travaillez sur des solutions? On est conscient que dans une cloison, l'impact carbone vient essentiellement de l'ossature métallique. Et donc dans une cloison qui est CR4 ou CR3, il y a encore un peu plus de métal. Donc elle est plus carbonée que les solutions standards. Et donc on travaille en R&D effectivement pour essayer de décarboner
soit nos aciers, soit travailler sur d'autres solutions qui embarqueraient moins d'acier, donc moins de carbone dans la cloison. Parce que effectivement 50% de l'impact carbone du cloison pour une cloison standard est lié à l'ossature métallique. Merci. Alors on a une autre question sur le troisième rang à gauche. Oui, merci Pastor Pays. Quelles solutions de chauffage et de production d'eau chaude ont été retenues sur cette opération au final, puisque vous avez évoqué au départ gaz, pompe à chaleur. Oui. Alors, à la base, effectivement, le projet il était en chaudière collective gaz. Les calculs ici, on les a fait plutôt avec de la pompe à chaleur, mais aujourd'hui, ce type de bâtiment, moi je le recommanderais plutôt en chaudière gaz, en chaufferie hybride, c'est-à-dire avec un mixte pompe à chaleur et gaz, parce que je trouve que ça permet une flexibilité énergétique et de se protéger aussi des aléas du futur. Donc là aujourd'hui effectivement avec ce promoteur c'est plutôt ce type de solution qu'on recommande pour passer les seuils 2025. Avec radiateur. Toujours avec radiateur, oui parce que bon voilà, il nous faut des tout petits radiateurs aujourd'hui finalement comme on a des besoins qui sont extrêmement faibles. On a une question sur la gauche également, monsieur. Bonjour, est-ce qu'on pourrait avoir une notion économique de la partie superstructure de Caméléo, s'il vous plaît? Ouais. Alors concernant Caméléo et la superstructure, alors effectivement si on compare les choses dans l'ordre, en termes de plancher on est un peu plus épais, d'1 ou 2 cm et plus ferraillé puisqu'on reprend les efforts différemment puisqu'on a un système qui est sur 4 appuis, en l'occurrence les poteaux, donc le plancher pur coûte un peu plus cher. Par contre on enlève un grand nombre d'éléments verticaux dans la superstructure et on fait par la préfabrication un gain de temps important, ce qui fait qu'en termes de coût de gros œuvre amené à la shot, en fait, on est assez proche du système constructif traditionnel avec les performances carbone dont on a parlé juste avant. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, la tendance assez facile de se dire on veut passer 2025, on se dit bah tiens, et si on passait en béton en CEM3 ? Aujourd'hui, ça nous pose des gros soucis en termes de délai de chantier, notamment en coulage des dalles en plein hiver, puisque les temps de décoffrage sont beaucoup plus longs et si on veut s'en affranchir, il faut mettre des adjuvants et ces adjuvants sont assez carbonés. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis et c'est là où la préfabrication a tout son intérêt, c'est que finalement on peut poser les dalles toute saison. Voilà, c'est pas négligeable parce que la traçabilité aujourd'hui des types de béton sur les chantiers, on a beaucoup de mal à l'avoir. Alors j'en profite, moi j'ai aussi une question. Je vous ai vu, c'est promis, je vous laisse la parole. Moi, j'avais une petite question, vu que vous parlez du système Caméléo. On a beaucoup parlé de Caméléo au travers du spectre carbone, mais j'imagine qu'il y a d'autres avantages à utiliser ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, en effet, à la base, donc, on l'utilise pour réduire le béton, ouvrir les façades. Mais en fait, c'est un système qui réduit surtout un grand nombre de points durs dans le bâtiment. Donc on permet une grande flexibilité à l'aménagement aussi pour le maître d'ouvrage. Et avec le mixte superstructure plancher dalle, avec la cloison séparative légère de Knauf, on arrive à gagner aussi sur l'évolutivité dans le temps, puisqu'on permet à la superstructure de ne pas avoir besoin d'être déconstruite pour s'adapter aux usages et aux évolutions du bâtiment. Je vous remercie. Il y avait une question quatrième rang, voilà, monsieur, et puis après madame derrière. Oui, bonjour, Yvan Bess, LGA, maîtrise d'ouvrage privé. Quand on parlait du système Caméléo et de l'équivalence des coûts, ce que j'aurais voulu juste bien comprendre, être sûr d'avoir bien compris, est-ce que c'est parce que, en gros, on a les planchers et on a une partie de la structure verticale? Est-ce que quand on dit que c'est équivalent, c'est les planchers et la totalité de la structure verticale en comptant les briques qui remplacent les voiles, ou est-ce que c'est... Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'après le coût global de la partie gros œuvre va dépendre du choix qu'on fait en façade. Et ce choix de façade, là c'est de la brique qui va dans le lot 3, mais des fois c'est des systèmes ossature bois aussi qui peuvent être mis en façade, et donc là ça va dans d'autres lots. Donc effectivement, il faut comparer, on essaie de comparer la partie gros œuvre plus ossature, puisqu'on remplace les refends avec les cloisons séparatives. Et donc en termes de coût de gros œuvre, c'est moins cher, parce qu'on enlève beaucoup de béton.
Et si vous rajoutez la cloison séparative et en fonction du choix de façade, bon, bah, vous êtes soit équivalent ou un peu plus cher si vous passez évidemment en façade bois. Ça répondait à votre question? Oui, Ouais. merci. Madame derrière, oui. Oui, bonjour. Moi, j'en ai deux des questions. Il y en a une qui était plus ou moins abordée concernant les bétons. Est-ce que dans le projet initial, au niveau carbone, ce qui était pris, c'était plutôt des CEM1 ou CEM2? Et du coup, l'écart qui est fait par rapport à ça. Et ma deuxième question, c'est sur les seuils 2025, on a une évolution qui va se faire au niveau du MIDED. Est-ce que ça, c'est considéré dans le seuil, dans les calculs, est-ce que ça a été actualisé? Ou est-ce qu'il y a toujours le MIDED et l'influence qu'il va avoir là sur le résultat? Alors, pour répondre à votre première question, le bâtiment d'origine, il était plutôt en béton CEM2. Voilà, donc on était vraiment sur du CEM2 et non pas sur du CEM3, puisque finalement, il n'y avait pas de pression sur le sujet carbone. Ensuite, sur le MIDED, oui, bien sûr, on est conforme au calcul de 2025. Donc là, on se projette sur le seuil 2025 et donc la réduction du MIDED. Alors moi j'ai encore une petite question sur la partie terre cuite, elle est plutôt pour Gérald Merlin de Wienerberger. Jusqu'à présent on a beaucoup parlé du seuil 2025 de la RE 2020, mais comment Wienerberger et la brique de structure se préparent au seuil 2028 ou même encore au seuil 2031? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toute la filière terre cuite est engagée dans un vaste plan de décarbonation de son industrie, hein. Ça fait plus de 40 ans qu'on y travaille. Chez nous, Wienerberger, donc ça fait depuis 1995 qu'on utilise la biomasse pour poroser nos briques et donc réduire les apports énergétiques. On transforme cette consommation de gaz naturel par du biogaz, ce qui nous permet de réduire de 80% les émissions de CO2. Et l'utilisation massive d'énergie verte décarbonée telle que l'électricité provenant de l'éolien nous permet donc d'abaisser à l'échelle du produit l'impact carbone de nos solutions. Donc là, on est en train de travailler sur la brique bas carbone. Et d'ici fin du mois de février, on aura une nouvelle FDES disponible sur la base Ignes avec un impact carbone inférieur à 20 kg, ce qui nous permettra donc de répondre au seuil 2025-2028 de cette RE 2020. Ok, merci Gérald. Est-ce que vous avez encore des questions avant de terminer? C'est tout bon? Ok, bah écoute, on peut vous applaudir une dernière fois. Merci beaucoup pour votre intervention. Et je vous invite à les retrouver sur les stands 30 pour Knauf, 15 pour Hector, 20 pour Wienerberger. C'est juste derrière vous. Ils vous attendent. Merci d'y avoir participé. Au revoir. Génial. Bravo. Voilà, on atteint l'objectif, c'est très bien. C'est bien d'être concis. On a commencé une minute plus tôt.